Bonjour à tous. Je m'appelle Laurent Saunier, je suis chercheur au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, donc ici. Je vais vous parler du sommeil, mais avec une perspective plus large, un peu évolutive. Donc ça va être un peu différent de ce que a dit Claude et ce que vont vous raconter mes collègues. Donc qu'est-ce que c'est que le sommeil? Ben, c'est un état comportemental et physiologique qu'on a pu identifier chez tous les animaux qu'on a étudiés jusqu'à présent, que ce soit les mammifères, donc comme nous, ou les oiseaux, les reptiles, les poissons, mais également les invertébrés, les insectes, les araignées, les vers, et même un peu plus récemment, la méduse qui a aussi un système nerveux, même s'il n'est pas structuré comme un cerveau. Et donc, ces critères universels sont les suivants. C'est l'absence de comportement orienté vers un but, la réactivité aux stimulations sensorielles diminuée, et la rapide réversibilité vers l'éveil. Donc, c'est des critères qui sont fiables parce que si vous êtes amené un jour à déterminer si une personne est en train de dormir ou pas, c'est ces critères-là que vous allez utiliser et je pense que vous allez réussir à déterminer si cette personne est endormie ou pas. Mais il y a un critère supplémentaire qui est important, qui est la régulation homéostatique, qui dit que la privation de sommeil engendre un besoin. Et ça veut dire que c'est une fonction qui est, enfin, c'est un comportement qui correspond à un besoin qu'il faut satisfaire. Alors, c'est en plus de ces critères, chez les mammifères qui ont été étudiés plus que les autres, il y a d'autres caractéristiques qui ont été associées au sommeil et qui sont elles aussi très importantes. Un niveau de conscience réduit, même si on peut rêver pendant le sommeil. Un comportement préparatoire, c'est-à-dire qu'on passe jamais directement de l'éveil au sommeil, sauf si on a un souci de régulation de l'éveil-sommeil. Peut y avoir un rituel, une baisse d'activité ou d'autres choses. Le sommeil est associé à une réduction de la dépense énergétique, une réduction de la température corporelle, Claude l'a déjà mentionné, et surtout des changements d'activité neuronale qui sont très marqués, très spectaculaires, et des changements de physiologie générale de l'organisme. Tout ça fait que le sommeil est influencé par le développement, le vieillissement, l'alimentation, les infections, l'activité physique et intellectuelle, donc le sujet d'aujourd'hui. Et ça a été montré non seulement chez les mammifères, mais chez d'autres types d'animaux. Mais c'est là où c'est chez les mammifères que ça a été vraiment le mieux prouvé. Et donc, il n'est pas surprenant que si on se prive de sommeil, il y a des conséquences négatives sur le fonctionnement du cerveau et sur la physiologie de l'organisme. Donc on peut dire en résumé que le sommeil englobe et intègre de nombreux aspects. C'est un phénomène intégratif. Alors comment le sommeil est-il régulé par le cerveau? Alors, il y a deux grandes... il y a, déjà, on peut dire qu'il y a plein de choses qui peuvent réguler le sommeil, mais il y a vraiment deux grands influences qui sont d'une part, comme l'a dit Claude, l'horloge circadienne. Donc, l'horloge circadienne est présente dans toutes nos cellules et c'est un mécanisme moléculaire qui permet aux cellules de compter le temps sur 24 heures et donc d'organiser en fait leur fonctionnement sur ces 24 heures. Et c'est par cette horloge, et là je fais un petit peu de répétition pour que vous mémorisiez bien, qui fait qu'en grande partie, notre température euh, corporelle et notre pression sanguine est plus élevée pendant la phase lumineuse, que pendant le milieu de la nuit. Ou, de la même façon, que nous sommes éveillés, plus facilement éveillés pendant la journée que pendant la nuit. Et donc, ceci dépend. Donc, ceci dépend notamment de l'horloge qui se trouve dans un noyau du cerveau, à la base du cerveau, qui s'appelle le noyau suprachiasmatique, qui lui va recevoir les informations du système visuel et qui va coordonner, d'une part par l'innervation pour le reste du cerveau, d'autre part par la production d'hormones, la coordination des autres horloges dans le corps. Ensuite, il y a une autre influence qui est la régulation homéostatique, donc le besoin de sommeil, qui fait que pendant un éveil prolongé, on a une envie plus prononcée de dormir. Et si on se prive carrément de sommeil,
cette privation de sommeil est généralement suivie par un sommeil plus long et plus intense. Et donc, ceci a amené au modèle que je... Voilà. À ce modèle suivant dans lequel on combine ces deux influences. En début de journée, vous avez l'horloge circadienne va promouvoir l'éveil et vous avez peu de dettes de sommeil. Par contre, en fin de journée, l'horloge circadienne va basculer et va promouvoir le sommeil alors que la pression de sommeil est élevée. Et donc, si vous dormez la nuit, vous allez avoir ces deux influences synergistiques et qui vont faire que vous allez avoir un sommeil de bonne qualité. Par contre, si vous avez beaucoup de travail et que vous êtes obligé de rester éveillé pendant une journée, toute une nuit, pendant une journée, votre horloge circadienne va toujours promouvoir l'éveil de façon rythmique au cours de ces 24 heures, mais par contre, la pression de sommeil ne va pas cesser de s'accumuler. Et donc, dès que vous vous autoriserez à dormir de nouveau, vous aurez un sommeil plus abondant et plus profond. Alors, comment le cerveau sait qu'il a besoin de sommeil? Eh bien, c'est dû à des facteurs qu'on dit homéostatiques. Un certain nombre ont été identifiés, donc il n'y en a pas un seul. Un des mieux connus, c'est l'adénosine. Donc l'adénosine, c'est une molécule qui est produite par toutes nos cellules, mais qui a la caractéristique de s'accumuler dans le cerveau au fur et à mesure que l'éveil se prolonge dans le temps. Et les neurones ont des récepteurs pour cette molécule. Et donc, notamment, l'effet de l'adénosine va être d'inhiber les récepteurs, les neurones qui promeuvent l'éveil et inversement d'activer les neurones qui promeuvent le sommeil. Et donc, promouvoir l'envie de sommeil. Un composé bien connu qui est un antagoniste de l'adénosine et qui ressemble d'ailleurs pas mal à l'adénosine, c'est la caféine. Et donc, lorsque vous buvez un café, lorsque vous prenez de la caféine, vous allez en quelque sorte tromper votre cerveau en le faisant croire qu'il n'a pas besoin de sommeil et donc vous allez promouvoir l'éveil. Alors, si vous avez des soucis de sommeil ou si vous voulez participer à une expérience dans un centre de recherche en tant que sujet sain, vous allez subir un enregistrement en polysomnographie. Alors, qu'est-ce que c'est? Quesaco. Alors, d'une part, c'est un enregistrement électroencéphalographique. Donc, on va vous mettre des électrodes à la surface de la tête pour enregistrer la rumeur des neurones, ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme, qui va récupérer euh, l'activité qu'on peut récupérer à la surface du crâne en termes électriques des neurones. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi mesurer des paramètres dans le corps, notamment l'activité oculaire, les mouvements des yeux qui sont importants pour caractériser le sommeil, le tonus musculaire, donc l'électro-oculogramme, l'électromyogramme, l'électrocardiogramme pour mesurer votre activité cardiaque et également la fréquence respiratoire. Et c'est par tous ces paramètres qu'on peut déterminer la qualité de votre sommeil. Car le sommeil est un phénomène complexe qui comporte plusieurs phases ou plusieurs types de sommeil que j'ai illustré ici. Donc, c'est ce qu'on peut observer durant une polysomnographie. Alors là, j'ai illustré avec des enregistrements de chats qui étaient beaucoup étudiés pour le sommeil et juste pour aussi vous rappeler que tous les mammifères présentent ces types de sommeil que vous allez voir ici. Donc, pendant l'éveil, vous avez une activité musculaire élevée, des mouvements oculaires, et au niveau de l'électroencéphalogramme, vous allez avoir une activité avec une fréquence très élevée et de faible amplitude. Lorsque l'animal commence à dormir, il va commencer par une phase de sommeil léger, puis une phase de sommeil lent qui est illustrée ici, avec une baisse de l'activité du tonus musculaire, moins de mouvements oculaires des yeux, et surtout, et ça c'est de façon très spectaculaire, un très grand changement dans l'activité
au niveau du cerveau, là, il va y avoir une activité synchronisée des neurones, c'est-à-dire tous les neurones vont être actifs en même temps et inactifs en même temps sur un rythme à peu près une fois par seconde. C'est ce qu'on appelle euh, une activité oscillatoire lente avec des grandes amplitudes et une fréquence réduite. Ce sommeil lent est suivi en général d'une autre phase de sommeil qu'on appelle sommeil paradoxal. Il se caractérise par une atonie musculaire encore plus grande, donc l'animal est quasiment paralysé à partir du cou. Mais par contre, au niveau de la tête, il y a beaucoup de mouvements oculaires. Et au niveau de l'électroencéphalogramme, l'activité ressemble beaucoup à l'activité pendant l'éveil, même s'il y a quelques différences. Et chez les mâles, ça se caractérise aussi par une érection. Alors, suite à cette phase de sommeil paradoxal, il peut y avoir euh, de nouveau du sommeil lent ou un peu d'éveil. Donc, il y a des cycles de sommeil qui se produisent au cours de la nuit. Ici, j'illustre pour le cas chez l'humain. Donc, vous voyez qu'il y a euh, ici illustré 5 ou 6 cycles de sommeil qui ne sont pas équivalents en termes de qualité. Vous avez ici en bleu, en vert, le sommeil lent profond, qui est plus abondant en début de nuit, lorsqu'on doit décharger notre pression de sommeil. Et il y a relativement peu de sommeil paradoxal ici en rouge. Et par contre, ce sommeil paradoxal est plus abondant en fin de nuit. Donc si on regarde un peu à quoi ressemble le sommeil chez d'autres espèces, eh ben, on voit qu'il y a, et si on se concentre par exemple ici, dans un premier temps juste sur les mammifères, eh bien, il y a énormément de variabilité d'une espèce à l'autre. Ça peut aller de 3 heures par 24 heures pour un cheval jusqu'à 20 heures par 24 heures pour une chauve-souris. Et ça, évidemment, on peut l'expliquer par des contraintes écologiques. Donc, par exemple, les herbivores sont bien exposés à la prédation. Ils doivent passer beaucoup de temps à manger et à digérer. Donc, moins de temps peut être consacré au sommeil. Le sommeil peut aussi s'adapter à des styles de vie particuliers. Donc, il y a des mammifères qui sont notamment aquatiques, comme les dauphins. Et les dauphins ont développé une adaptation très particulière pour pouvoir continuer à respirer tout en dormant. C'est le sommeil unihémisphérique, c'est-à-dire qu'une moitié du cerveau dort pendant que l'autre est éveillé, et ceci de façon alternative. Un autre type d'adaptation, c'est celui qui a été décrit récemment avec les éléphants de mer. Alors eux, ils dorment en apnée carrément, donc pendant plusieurs dizaines de minutes. Ils vont d'abord nager sous l'eau doucement et puis ensuite couler carrément jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur et dormir comme ça et ensuite remonter vers la surface. Donc, ces adaptations montrent à quel point le sommeil est important, car il a fallu à ces animaux inventer des stratagèmes assez extraordinaires pour pouvoir continuer à dormir dans un environnement qui n'est pas spécialement favorable. Mais inversement, il y a aussi des animaux qui dorment très très peu, et notamment ceux qui ne sont jamais exposés à la lumière, ceux qui vivent dans des grottes. Ici, c'est une étude avec des poissons qui vivent dans des grottes au Mexique. Ces poissons dorment vraiment très très peu, et notamment comparé à une espèce sœur qui est l'espèce qui a généré en fait l'espèce adaptée aux grottes, qui vit dans les rivières et qui, elles, dorment beaucoup plus. Et un autre exemple que je n'ai pas illustré ici, mais ce sont certaines phases de la vie d'un animal, comme par exemple les migrations ou des phases de reproduction intensive où l'animal a besoin d'être très très éveillé sur les 24 heures. Et là, il y a des adaptations qui permettent, notamment aux oiseaux, donc, de rester éveillés pendant des semaines sans problème. Alors, quelle est la fonction du sommeil? Ça, c'est une grande question. Quelles sont les fonctions du sommeil? J'ai choisi de ne pas dire fonction, mais ici bénéfice, parce qu'on voit que le sommeil bénéficie à beaucoup de choses qui se passent pendant l'éveil, mais qui se passent encore mieux
si on s'autorise à dormir. Et un premier point, c'est une réduction ou une optimisation de la dépense énergétique. Et là, je pourrais peut-être, pour être plus en raccord avec peut-être avec ce que va vous expliquer Karine, c'est peut-être aussi optimiser la physiologie de l'organisme en permettant donc ces différentes phases d'activité et de repos. Mais si on considère juste simplement du point de vue de l'activité du métabolisme énergétique, le sommeil est intéressant pour économiser de l'énergie déjà, parce que bon, si on ne fait aucune activité physique, on dépense déjà très peu d'énergie, mais si on dort en même temps, on en dépense encore moins. Il a été montré que si sur une nuit de sommeil, comparé à une nuit allongée sans dormir, on dépense moins d'un verre de lait, on économise l'équivalent calorique d'un verre de lait. Peut-être, ça vous paraît pas très impressionnant, mais si vous êtes dans un homme préhistorique et que vous devez lutter chaque jour pour obtenir votre nourriture, ça peut être intéressant et important pour la survie. Ensuite, et ça a été très très bien montré chez l'homme et chez la plupart des mammifères, le sommeil est très important pour le maintien des performances cognitives et la consolidation des mémoires. Pour la synthèse de macromolécules, notamment dans le cerveau, les lipides, les protéines. Pour l'élimination des déchets cellulaires du cerveau. Et pour la modulation de la réponse immune. Donc, lorsqu'on est malade suite à une infection, on va dormir beaucoup plus. Et en fait, c'est pas un hasard, c'est une réaction adaptative qui nous permet de mieux lutter contre les infections. Et je vais finir juste avec les troubles du sommeil. Donc, notre société est de plus en plus a une addiction de plus en plus forte à l'éveil. On a pu le voir avec les enquêtes qui se suivent. On dort 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Et voilà, pour une enquête qui était pas celle de cette année, mais je pense que cette année il y aurait des résultats similaires. 45% des 25-45 ans considèrent qu'ils ne dorment pas suffisamment pour leurs besoins. Indépendamment donc de ces problèmes de manque de sommeil, il y a aussi des troubles du sommeil, donc pour lesquels on a moins responsable. Le plus fréquent, c'est l'insomnie chronique. Alors, suivant les études, la prévalence est de 10 à plus de 20% de la population. Un autre trouble du sommeil, c'est l'apnée du sommeil, qui est souvent sous-diagnostiqué parce que c'est une fragmentation du sommeil, mais dont on se rend à peine compte parce que c'est des micro-éveils et qui se traduisent donc par une détérioration de la qualité du sommeil qui fait que le lendemain, on n'est pas reposé, même si on a l'impression d'avoir dormi longtemps. Le syndrome des jambes sans repos, c'est aussi associé à une fragmentation du sommeil et à des mouvements des jambes qui perturbent le sommeil. Et ça, c'est aussi sous-diagnostiqué et c'est probablement assez abondant dans la population. L'hypersomnie est moins abondante, enfin moins prévalente. Et des pathologies dont on parle pas mal, mais qui sont quand même très rares, comme la narcolepsie, voilà, sont beaucoup plus rares. Et j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Moi, je me permets de poser la première, Laurent. Tu as montré ces animaux qui vivent dans des grottes, dans les profondeurs, avec des animaux qui dorment très, très peu. Oui. Comment est-ce qu'on explique cette capacité à dormir aussi peu? Est-ce que c'est un besoin de se nourrir qui est très élevé et donc qui ne peuvent pas prendre le temps de dormir, ou bien est-ce qu'on a une idée? Alors oui, c'est ce qui est mis en avant par les auteurs de cette étude, c'est qu'en fait, la quantité de nourriture disponible dans ces environnements est extrêmement réduite. Donc, ces animaux ont besoin d'être vraiment très, très souvent en recherche de nourriture pour pouvoir vraiment satisfaire leurs besoins.
Et donc, du coup, cette adaptation a conduit à changer un peu les paramétrages de leur système de régulation assez rapidement, finalement, pour faire qu'ils dorment très peu. Des questions parmi vous? On va regarder. Oui, madame. Vas-y, toi. Alors, oui, c'était Peut-être tu peux les. répéter la question pour le... Alors, voilà, merci Laurent. La question, c'est des études ont montré que quand on vit dans des grottes, eh bien la rythmicité n'est pas une rythmicité de 24 heures, et donc le cycle veille-sommeil va dériver dans un sens ou dans l'autre. Et est-ce que c'est quelque chose qui est important pour la chronologie? Bah oui, parce que c'est un petit peu grâce à ces études. Alors, Michel Silves était un explorateur qui a vécu dans une grotte, mais on savait ça de la part de Nathaniel Kleitman, un Américain qui avait montré en 1948 déjà ce phénomène, que le cycle de température n'est pas exactement de 24 heures. Euh, et donc ça, c'est la base finalement de nos connaissances en chronobiologie qui nous disent notre horloge n'est pas exactement calée sur les 24 heures dans des conditions où il n'y a pas de lumière. Si on laisse cette horloge vivre à son propre rythme, eh bien chez certains ce sera moins de 24 heures, chez d'autres ce sera plus de 24 heures. Donc c'est pas un problème en soi. Ce qui est un problème, c'est quand on n'a pas le comportement adapté pour synchroniser l'horloge biologique. Si notre comportement n'est pas suffisamment riche en lumière, si il est trop riche en lumière à certaines heures, trop tard le soir, et pas assez de lumière le matin au réveil, ça va encourager une horloge à prendre du retard, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on conseille des cycles veille-sommeil stables et d'une exposition à la lumière stable, par exemple. Donc, c'est à l'origine, ouais, de nos connaissances. Est-ce qu'en ligne, on a des questions? Pas de questions en ligne? Pas de questions dans la salle? Tout a été... Ah, question. Oui. Je pense. Tu pourrais mieux répondre que moi à cette question, mais oui, effectivement, il y a on est tous uniques dans notre visage, dans notre façon de penser et dans notre sommeil aussi, dans notre horloge aussi. Tout à l'heure, on parlait des horloges, donc il y en a qui sont un peu plus longues, un peu plus courtes. En général, c'est juste de quelques dizaines de minutes. Donc en fait, ça n'a pas tellement d'influence sur notre physiologie, parce qu'on est très proche des 24 heures, normalement, sauf s'il y a un gros souci. Après, c'est vrai que si par exemple euh, eh ben, on se couche trop tard parce on regarde des vidéos et que c'est une habitude qu'on fait tous les jours, le lendemain matin, on va pas être en forme et ça n'a rien à voir avec l'horloge, c'est simplement une mauvaise hygiène de sommeil. Donc effectivement, il peut y avoir les deux, il peut y avoir des caractéristiques naturelles et des mauvaises habitudes ou des bonnes habitudes et une combinaison des deux. On va prendre une question en ligne. Je vois que les questions en ligne apparaissent. Nos amis en ligne se réveillent. Alors, peut-être on va regarder celle-ci, la première pour... L'âge aussi qui compte pour les rythmes. Oui. La première pour Laure, elle va concerner l'apnée du sommeil, donc elle reviendra plus tard. Et la deuxième question, j'aimerais savoir si le corps ne baisse pas de température pour favoriser le sommeil pendant un moment de la nuit était préjudiciable pour un bon sommeil. Donc c'est le lien entre baisse de température. Je crois comprendre si la température ne baisse pas, est-ce que ça pose un problème? Oui, ça peut poser un problème, par exemple, si pendant les canicules, le sommeil est affecté. On ne peut pas réduire la température corporelle et donc le- un des paramètres qui permet d'optimiser la physiologie est absent et donc c'est pas très bénéfique. Ok. Allez, une petite dernière dans la salle, cette fois-ci.
de le noter. Et je pense qu'ils sont pas. Ah, le dernier, c'est la lutte contre les infections. Voilà. Quelle implication vous avez vue justement sur le cas concret? Eh ben, par exemple, une étude de méta-analyse qui a été faite ici par Karine a montré que la qualité une meilleure qualité de sommeil permettait une meilleure vaccination. Voilà, donc ça c'est et des études expérimentales chez les animaux, y compris chez les insectes comme la drosophile, montrent que si on prive de sommeil un animal suite à une infection, il résiste moins bien à l'infection.